Bonjour. Bienvenue, merci d'assister à cette présentation sur l'opportunité et la pertinence des fonctions de management pour des personnes à profil technique. Alors, en deux mots, je m'appelle Nicolas Elringer. Aujourd'hui, je suis VP Engineering chez Criteo et je m'occupe du département SRE, donc qui s'occupe des fonctions DevOps et infrastructure logicielle chez Criteo. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans un environnement très technique et mon expérience s'articule, si le slide veut bien passer, ce qui n'est pas le cas, s'articule en 3 grandes étapes. J'ai travaillé pendant 7 ans chez Mappy dans un environnement très Microsoft, SQL Server C++. J'ai travaillé 6 ans chez NovaCodex, un cabinet de conseil en technologie que j'ai fondé avec un ami. Pour le coup, dans un univers très différent, plus open source, Java, base de données des Postgre. Et aujourd'hui, je travaille depuis un peu plus de 5 ans chez Criteo, qui est un petit peu à la rencontre de ces deux mondes et de leur évolution. Alors, un petit avant-propos, je vais essayer de parler français la plupart du temps sur les termes employés, mais je vais avoir du mal à faire l'économie du mot manager. Pourquoi ? Parce qu'en anglais, ce mot a une résonance un petit peu plus méta que les mots responsable, cadre, directeur, chef d'équipe, qui ont tous des connotations plus ou moins embêtantes. On est responsable, donc les autres sont irresponsables. Cadre, c'est quelque chose qui est utilisé dans les conventions collectives pour définir les gens en termes de statut, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont à manager des gens. Donc on va rester sur le terme de manager et de manager, même si on fera quelques incartades en français. Alors, petit rappel sur l'objectif de cette présentation. Cette présentation n'est pas un cours de management. Je n'ai pas la prétention de pouvoir enseigner cette discipline complexe. Cette présentation est un retour d'expérience sur, alors pas 20 ans, parce que je n'ai pas eu tout le temps des personnes dont je m'occupais, mais plutôt un peu plus de 15 ans, où j'ai accompagné des gens dans leur rôle de manager et de chef d'équipe. Donc je vais essayer de définir plutôt un contexte et donner quelques pistes sur les opportunités, les attentes, l'intérêt et au final, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée et quand est-ce que c'est le cas. Pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire qui date un peu. Il y a donc un peu plus de 20 ans, j'étais en école d'ingénieur et l'école avait un journal des élèves qui avait la chance d'avoir un local. Dans ce local trônait un vieux canapé très abîmé, très plat, qui servait généralement à la pause café du jeudi matin, sachant que les soirées avaient lieu le mercredi soir. Et donc, on finissait généralement à beaucoup trop pour la capacité du dit canapé, dans une position assez horizontale. L'intérêt de cette histoire, c'est que quand on finissait dans cette position horizontale, on finissait invariablement par tomber les yeux sur le plafond. Et de façon très opportune, au plafond étaient accrochées 7 feuilles A4. N'oubliez pas que vous êtes l'élite des managers de la France de l'an 2000. Merci de votre attention, vous pouvez vous rendormir. Alors, que peut-on déduire de cette affiche ? À part que j'ai fait mes études il y a très longtemps, et qu'à l'époque, oui, parler des managers de l'an 2000, c'était hype. Alors, on peut déduire aussi que les ingénieurs français, dans leurs écoles, ont la grosse tête vide, mais c'est surtout la stigmatisation de ce que l'école, les enseignants, l'encadrement de l'école nous abreuvait comme message. Et ils mettaient toujours en avant le fait qu'on était dans une grande école d'ingénieurs française, guillemets, et qu'on était amené à occuper les plus hautes fonctions dans les grandes entreprises et donc devenir cadre. Et donc ça a mis en place un imaginaire que c'était le Graal, que c'était hyper important, et donc ça c'était la réaction des élèves contre cette image-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les formateurs de l'époque poussaient cette image-là. L'équivalent aujourd'hui serait plutôt vous êtes les entrepreneurs de l'an 2025. Bon, alors, à part que 2025, ça fait beaucoup moins sexy. Mais en gros, on a changé de vocabulaire, mais l'intention des gens qui s'occupent de la formation est toujours la même. C'est que les gens qui sortent de leur formation occupent des postes non pas prestigieux, mais qui ont bonne com, bonne preuve dans les médias pour que ça fasse parler d'eux et que les gens continuent à venir chez eux. Est-ce que
les gens qui sont formés finiront dans une fonction qui est intéressante pour eux, dans laquelle ils sont heureux, ouais, je pense que c'est pas vraiment dans leur liste. Alors, le problème, c'est que ça a généré des images, ça se complète dans l'image de c'est quoi un manager. Un manager, ça peut ressembler à ça, c'est l'image que la société peut nous renvoyer, et ça fait pas rêver. Le téléphone à touche, la coupe mulet, le costard, puis en termes de genre et de catégorisation d'archétypes et tout ça, c'est quand même un peu moyen, quoi. Donc, on va laisser un peu tout ça de côté, puis on va se demander d'où cela vient. On va revenir à, mais pourquoi donc les hommes ont décidé de mettre des chefs, même si j'aime pas du tout l'expression, mais de nommer quelqu'un responsable d'organiser des choses, des projets, des choses qui se passent. En fait, c'est quelque chose qui apparaît très très tôt dans l'humanité, même avant l'époque des soldats en terre cuite de la photo. C'est quelque chose qui apparaît au moment où les êtres humains primitifs se rassemblent en groupe. Pourquoi ils se rassemblent en groupe? Ils se rassemblent en groupe pour lutter contre les difficultés de vivre, et en particulier contre la nature. Alors, contre la nature, ça peut être pour devenir agriculteur, chasser, se défendre contre les animaux. Et l'homme étant l'homme, ils se mettent à s'organiser pour se défendre contre les autres groupes d'hommes. Parce qu'il y a un truc qu'on sait bien faire, c'est se taper sur la gueule dès qu'on est un petit peu regroupé. Mais c'est pas le sujet. Et en fait, de cette racine d'organisation, va naître une espèce d'ancrage d'archétype sur qui est en charge d'organiser le chef, qui est lié à des fonctions qui sont très tout de suite militaires, en fait. Donc l'image qu'on a intuitivement en particulier du mot chef, responsable, organisateur, c'est celui de quelqu'un qui donne des ordres, qui doit être obéi, et qui décide ce que tout le monde fait dans les moindres détails, et que l'initiative personnelle est anéantie. Qui pense aujourd'hui que dans l'armée, l'initiative personnelle est valorisée? Levez la main. Ouais, d'accord. Eh bien, vous avez tort. Et vous avez tort, et c'est pas moi qui le dis, ça, c'est le livre d'un aide de camp d'un général qui a fait, ils ont tous les deux fait la première guerre du Golfe. C'est un bouquin sur la gestion des grandes équipes. Comment on a des groupes d'équipes qui forment une grande équipe avec un but unifié. Le général en question fait l'introduction de ce livre, juste la préface. Je vous invite à la lire, c'est pas très long. Et moi, ce qu'il raconte dedans m'a particulièrement déstabilisé parce que c'est pas du tout l'image que je me faisais de l'organisation d'un groupe militaire, très strict et tout ça. Il raconte la guerre du Golfe, désert, les équipes sont sous silence radio pour pas être interceptées par l'ennemi, et il explique si l'idée que vous faites d'un plan militaire qui cherche à atteindre un objectif, c'est que c'est quelque chose d'hyper détaillé où l'initiative personnelle n'existe pas, ça ne marche pas. Parce que votre équipe, elle est sur le terrain, elle est équipée de gens qui sont des bons professionnels, qui ont appris à maîtriser leurs éléments techniques, mais qui ne peuvent pas communiquer à l'extérieur. Donc si vous avez un plan hyper détaillé qui doit suivre à la lettre et où ils n'ont pas le droit de décider, le moindre imprévu devient une catastrophe. Et donc en fait, il explique que l'organisation militaire aujourd'hui moderne, elle est de définir un cadre, un objectif commun, qu'est-ce qu'on essaye tous ensemble d'atteindre, des règles, des méthodes de travail, d'interfaçage, de communication, de si on rencontre un autre groupe, qu'est-ce qu'on fait, comment on communique, et après, de laisser les gens s'exprimer dans ce cadre. Donc même les gens qu'on peut intuitivement considérer comme hyper rigides, en fait, ne le sont pas. Et donc on va revenir sur cette histoire de cadre. Alors pour le coup, le mot encadrement est intéressant, donner un cadre. Après, il y a quelques expressions qui sont un peu pénibles du genre oh, celui-là, je ne peux pas me l'encadrer, ou oh, elle là-bas, je vais aller la recadrer sévère. Donc pareil, c'est un peu les mauvais terminologies qui ne nous intéressent pas, mais qu'est-ce que ça veut dire donner un cadre à un groupe, à une équipe, à un ensemble d'équipes? C'est d'abord définir quelle est la mission commune. Alors si on parle en termes d'API, c'est un peu les SLA d'équipe. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Qui sont nos clients? Comment on le fait? Quelle est notre garantie de fonctionnement? Quelle est un peu notre definition of done? Comment on interagit avec les gens dont on dépend, les gens qui dépendent de nous? Comment on interagit à l'intérieur du groupe? Quel est le rôle de chacun? Et en fait, dans nos métiers qui sont très créatifs, on n'a pas besoin de détailler plus. Les gens qu'on recrute, qu'on s'arrache, en ingénierie, qu'on fait des efforts considérables pour faire venir, on les fait venir parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont une compétence.
On n'est pas là pour nier cette compétence et cette intelligence. Donc, oui, définir un cadre, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça libère. Parce qu'on ne se dit pas tous les jours au fait, qu'est-ce qu'on fait? Quel est mon rôle? Ou attends, j'ai fini ma fonction de coder, je vais la reprendre. C'est quoi l'étape d'après? Non, le but, c'est de dire, voilà, on a un projet qui est découpé en grosses masses. On va s'organiser, on applique une méthode Scrum, on applique une méthode Agile, on s'organise, mais il ne s'agit pas de micromanager la moindre interaction avec chacun d'entre nous. Et en fait, ça définit un petit peu pourquoi on détecte, on va vous proposer ou ça peut vous faire envie de réfléchir à un poste de management. On a un métier formidable où la compétence technique est reconnue. Où, quand on est bon à exécuter des choses, c'est quelque chose qui généralement est reconnu. Ce qui est reconnu un cran plus loin, c'est la capacité à transmettre et à fédérer autour d'idées et à échanger de façon positive. Et en fait, à partir du moment où vous avez ces talents-là, à ce moment-là, on commence à rentrer dans un cadre où on peut se poser la question. Aussi bien du côté de votre employeur actuel ou futur, ou vous-même vous dites, tiens, ce serait peut-être intéressant. Donc après, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les attentes de la direction ou de son représentant, la personne qui vous propose de prendre une fonctionnalité de management, ça peut être avec peu d'engagement, technical lead sur un sujet technique, Scrum Master, chef d'équipe, ou plus compliqué avec plus de relations humaines. Mais globalement, l'attente est, c'est facile à dire, c'est que ça marche. C'est que l'équipe, dans le cadre qui est défini en haut, livre ses projets, interagit bien en interne, interagit bien avec ses clients. Et globalement, le seul indicateur qu'elle peut regarder autrement, c'est est-ce que ça râle ou est-ce que ça râle pas. Alors, ce n'est pas un indicateur suffisant, mais effectivement, une équipe, un groupe qui fonctionne bien, où les gens sont contents de venir, ça se voit sur la tête des gens. Alors après, ça, c'est quand le contexte est bien. Mais sinon, on peut vous proposer aussi de devenir chef d'équipe ou manager dans une équipe qui n'est pas assez nombreuse, qui n'a pas la compétence, en réduisant les coûts, en tenant des délais impossibles et en chantant une chanson en même temps. Et là, il faut se dire, c'est pas une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. Un autre truc intéressant à regarder, c'est quoi les attentes des équipes ou des gens que vous managez. Alors, qui aime se faire micromanager et qu'on lui explique toutes les 10 minutes ce qu'il a à faire dans les 10 minutes qui suivent? Donc voilà, personne. La réponse est personne. C'est vous l'aimez pas, mais je vous assure que personne d'autre n'aime. Donc c'est en aucun cas ça. Et le problème, la difficulté, c'est que ça dépend de chaque être humain. Il y a des gens, ils ont besoin d'un cadre assez flou dans lequel ils peuvent exprimer des idées et ils sont très autonomes. Il y a des gens, ils veulent un cadre très strict en disant genre où est-ce que mon boulot démarre? Parce que si je sais pas où je commence, ça me va pas. Et le truc, c'est que les équipes, les groupes sont composés de gens différents. Et en fait, l'outil qui va permettre d'être en captation de quelles sont les attentes et comment je m'y adapte, de découvrir l'autre, parce que le métier, c'est bien de comprendre, enfin d'essayer de modéliser qu'est-ce que la personne en face, comment elle fonctionne dans sa tête, pour l'aider à trouver le bon cadre adapté, le bon conseil, la bonne orientation, la bonne formation, le bon projet. Et bien, l'outil indispensable de ça, c'est de rencontrer les gens, et il faut les rencontrer seul à seul, régulièrement. Et faire moins, mais vraiment moins qu'une demi-heure toutes les 2 semaines. Si vous ne voyez pas votre manager au moins une demi-heure toutes les 2 semaines, comment espérez-vous qu'il comprenne quelles sont vos attentes? Et c'est quelque chose, c'est pas le manager, c'est pas que au manager d'organiser ça, c'est une rencontre. C'est un tête-à-tête. Un tête-à-tête, c'est chaque partie vient avec ce qu'elle fait. Et donc, en tant que manager, moi, je demande à mes équipes, à mes chefs d'équipe, à mes middle managers, de rencontrer au minimum chaque personne de leurs équipes en direct, une demi-heure toutes les 2 semaines. Et il y a des gens pour qui c'est plus important parce qu'ils ont besoin de ce contact, de cette compréhension et de cette évolution. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc ça, les demandes de la direction, enfin les attentes de la direction, les attentes des équipes, mais là, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu incohérent ce que je raconte parce que on a détecté des compétences techniques que vous saviez transmettre ou accompagner ou organiser sur la partie technique. Et là, toutes les attentes, que ce soit de la direction ou des équipes, ne sont pas sur ce plan-là.
Donc on est un peu comme une poule avec un couteau, du genre, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? On m'attend, on m'a trouvé bien sur ces sujets, on m'a dit, ah bah si t'es bien sur tes sujets, va faire quelque chose qui n'a rien à voir, ça va être génial, tu vas voir, tu vas réussir. Et en fait, c'est pas vrai. Et en fait, c'est pas vrai parce que si vous avez l'envie d'eux, et on verra plus tard sur c'est quoi les bonnes envies, si vous avez l'envie d'eux ou qu'on vous propose, bah ça sort pas du chapeau, quoi. C'est parce qu'on a observé qu'il y avait une certaine capacité à interagir avec des êtres humains dans un cadre technique. Et en fait, devenir manager, quel que soit le niveau, ben en fait, c'est juste le cran d'après. C'est assumer la responsabilité de l'organisation d'une équipe. Et dans ça, tout est important. Responsabilité, organisation, équipe. Ce que j'utilise comme schéma mental, c'est le guide de haute montagne. Le guide de haute montagne, il a la responsabilité du groupe. Si quand il rentre, après l'expédition, il en manque un, c'est lui qu'on va voir. Personne d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il connaît tout. C'est pas forcément le meilleur technicien sur tous les aspects de comment va se passer la randonnée. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il va aller faire chaque pas avec les crampons pour chaque membre de l'équipe. Ou qu'il va être sur leur dos du « Ah non, ben, elle ne marche pas là, la mode de neige, non l'autre ». Mais par contre, il a la responsabilité d'organiser le groupe pour que ça se passe bien. S'assurer que les gens sont encordés de la bonne manière. S'assurer que Sally va aider Fred, parce qu'elle est meilleure que lui sur cette partie rocheuse, et qu'un autre aidera sur une partie raquette. Organiser les compétences pour que le voyage, le but qu'on s'est fait, le tour du Mont Blanc, l'ascension, la descente se passe bien, et que chacun ait pu exprimer ses talents techniques à sa mesure dans une cohésion de groupe. Alors, à quel moment c'est une bonne idée d'y aller ? La plupart des gens qui ont un profil technique, quand ils franchissent le pas, ils commencent par manager par la compétence. Manager par la compétence, c'est, alors en caricature, c'est t'as vu, je maîtrise Gradle, je suis trop fort, viens, tu vas apprendre avec moi, ça va être trop bien. Ah, mais tiens, si tu t'occupais de l'équipe CI/CD, là, ça a l'air cool. Et c'est vrai que c'est cool. La compétence technique est reconnue et appréciée. On aime apprendre des gens qui savent. Quand ils ne se comportent pas comme des connards, on aime bien travailler avec eux. Donc ça, c'est facile. Mais si on a pensé à vous, généralement, c'est qu'on estime que vous n'êtes pas trop dans la catégorie suscitée. Et donc, c'est quelque chose qui marche. L'erreur, c'est de croire que ça va marcher tout le temps. Ça marche. Allez, les 100 jours de grâce. Et après, on vous attend sur d'autres sujets. On vous attend sur les sujets que j'ai mentionnés là. Le conseil, l'organisation. Si on manage par la compétence uniquement et que quelqu'un dans votre équipe vient vous voir en vous disant mais au fait, ma carrière, t'en penses quoi ? Gradle, Git, commit, machin. Non, marche pas. Alors, pourquoi c'est une bonne idée pour les profils techniques de faire ce genre de métier ? Parce que vous avez tous appris à apprendre. Aujourd'hui, dans nos métiers, il n'y a personne qui arrive à tenir s'il n'apprend pas en permanence. Que ce soit Docker, Kubernetes, Git, n'importe quel langage, n'importe quel techno, vous apprenez en permanence. Et la bonne nouvelle, c'est que le management, ça s'apprend. Il y a des livres, il y a des formations plus ou moins bonnes, il y a des rencontres qui vous font évoluer. Mais c'est quelque chose qui se travaille. On ne prend pas un rôle de management, la fleur en fusil, en disant trop fort, c'est moi le chef. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Et ce qui est bien, c'est que avec l'écosystème actuel qui est mature autour de l'informatique, il y a des bouquins qui sont même spécifiques à ok, c'est quoi manager une équipe technique de développeurs, de DevOps, de programme manager. Tiens. Et il y en a un en particulier. Faut le lire. Camille Fournier, c'est une Française qui vit aux États-Unis. Le bouquin est en anglais. Mais honnêtement, s'il fallait apprendre l'anglais pour le lire, je le ferais. J'ai lu ce bouquin-là quand il est sorti, donc il n'y a pas si longtemps, et j'ai découvert dedans, expliqué de façon simple et claire, des choses que j'avais vécues pendant 15 ans. Le bouquin s'articule de façon assez simple. Elle prend, c'est quoi être un contributeur individuel, quelqu'un qui ne manage personne. C'est quoi les attentes du management ?
C'est quoi quelqu'un qui est technical lead sur un sujet technique? C'est quoi quelqu'un qui encadre un stagiaire? C'est quoi les attentes? À chaque fois gauche et droite. Jamais haut et bas, toujours gauche et droite. La direction, pas la direction. C'est quoi être chef d'équipe? C'est quoi devenir un manager de chef d'équipe? En quoi les enjeux changent? Quelles sont les attentes? Dans les deux sens. Qu'est-ce que c'est que le rôle de manager de manager? Oula, j'ai plus contact avec le terrain, je flotte, alerte, au secours, je vais mourir. C'est quoi le rôle de CTO? Le rôle de CTO, c'est pas oh, on est deux dans la boîte, l'autre n'est pas technique, je suis CTO. Non, non, non. Non, mais au début, tu as le titre, c'est bien, ça fait plaisir. Non, mais c'est cool. Mais il faut avoir beaucoup de maturité pour se dire, attends, est-ce que ma boîte est en train d'entrer faire une introduction en bourse, on va recruter 100 développeurs, est-ce que c'est vraiment ça que j'avais prévu de faire en commençant mon GitHub? Ça demande une grosse réflexion. Et donc dans ce bouquin-là, vous allez avoir pour chaque type de management, ou pas de management, un contributeur individuel, des attentes, une explication, des exemples. Moi, j'ai retrouvé dedans des archétypes mentaux de développeurs ou de DevOps, où je n'avais toujours pas compris, même plusieurs années après, des interactions que j'avais eues avec des gens que j'avais dans mes équipes. Je me dis, je ne comprends pas comment la personne, elle réfléchit. Et en fait, elle prend un archétype et vous dit, ah non, mais c'est simple. Vous n'avez pas compris quelle est la source de motivation de la personne en question. Et elle reprend exemple par exemple. C'est génial, lisez ceci. Et merci Camille Fournier pour ce bouquin, c'est un bonheur. Alors, ça c'est le guide, c'est le chemin. Le bouquin porte bien son nom. Qu'est-ce qui est une mauvaise motivation à devenir chef d'équipe, manager d'une manière générale? Mon top du top en 15 ans, c'est quelqu'un qui m'a expliqué qu'il voulait devenir chef d'équipe parce qu'il allait manger chez ses beaux-parents toutes les 2 semaines, le dimanche. Et que beau-papa et belle-maman lui disaient toutes les 2 semaines à déjeuner, « Non, mais voyons, tu es entre 30 et 35 ans, là, t'es brillant, t'as fait une super formation et tout ça. Pourquoi t'es pas chef ?» La personne, elle n'avait pas envie. Hein. C'est-à-dire que manager des gens, si elle est plus se casser une jambe, elle aurait préféré se casser une jambe que manager des gens. Mais la pression sociale, mais pas que là, globalement, c'est « Non, mais si tu réussis dans ta carrière, t'es chef. Sinon, c'est que t'es mauvais. » Alors, c'est très vrai dans des boîtes assez anciennes. Dans notre écosystème, c'est un peu moins vrai. Mais c'est pas complètement anodin non plus. Et c'est un peu le nouveau, si t'as pas ta Rolex avant 50 ans, t'as raté ta vie, quoi, tu vois. C'est ça appliqué à l'environnement technique. Donc voilà, il faut décider pour des bonnes raisons. Un autre contexte qui aide pas, c'est l'argent. Parce que je vais pas vous mentir, statistiquement en France, aux États-Unis, partout dans le monde, si tu manages, tu gagnes plus. Sauf à un endroit, dans le football. Zidane, il a jamais moins bien gagné sa vie que depuis qu'il est entraîneur. Pourquoi chez eux c'est comme ça? Et alors le football a une propriété géniale aussi, c'est quand les projets merdent, on vire l'entraîneur, pas les joueurs. Moi franchement, je suis très admiratif pour ce côté-là, pas moins pour d'autres choses, mais l'argent pollue la prise de fonction dans ces rôles-là d'une manière complètement démente. C'est toxique. Si vous voulez gagner plus de l'argent, faites un truc que vous aimez au quotidien, qui vous attire. Pourquoi? Parce que vous serez motivé à le faire et bon à le faire. Une fois que vous avez décidé que le management, ça pouvait être intéressant pour vous, ok, on discutera. Mais le système, il va vous biaiser et vous laissez pas avoir parce que c'est toxique. Parce que il y a même des trucs qui m'hallucinent. Dans un groupe, alors pas chez Criteo, et on est plutôt sain là-dessus, je suis très content. J'ai vu des gens prendre des postes de lead ou de manager d'un groupe de 40 personnes qui dit et demander la liste des employés. Puis il dit regardez la liste des salaires, il fait ah bah donc mon nouveau salaire il est plus élevé que celui qui gagne le plus. Ah ouais, c'est moi le chef. Donc je gagne plus que les autres. Comment l'argent, c'est une rétribution de la valeur que vous apportez à l'entreprise. Oui, trouver des managers techniques, c'est compliqué. Hein, mais globalement, je pense que dans l'écosystème, tout le monde est plutôt bien payé, ça se passe bien, parce que la compétence est rare et chère. Sur le management technique, c'est pareil, voire pire.
Donc, voilà, il ne faut pas que ce soit une motivation. Si ça arrive, c'est cool. Mais par pitié, si c'est ça votre focus, révisez vos objectifs, quoi. Et donc, ce cadre-là, c'est le plus gros truc qui fait qu'on ne peut pas essayer d'être chef d'équipe. Ouais, ça veut dire quoi, essayer d'être chef d'équipe? Ah bah je vais m'occuper d'eux pendant 6 mois. Donc je passe manager, chef d'équipe. Donc j'ai donc une promotion. Ah mais si dans 6 mois je m'aperçois que c'est pas ça que j'ai envie de faire de ma vie, je fais quoi? Eh bien dans le système actuel, tu te casses. Dans la plupart des entreprises. Chez nous, Criteo, t'essayes, ça te convient pas, tu reviens. La conséquence de ça, c'est passer d'un rôle de contributeur individuel à un rôle de lead, de manager ou de chef de projet. Ce n'est pas une promotion. Ton salaire ne bouge pas. Grosse frustration. Ah, c'est très très dur. Ah oui, je voudrais m'occuper de l'équipe truc, machin. Ouais. Et donc, c'est une promotion? Non. Très très dur. Mais par contre, l'effet positif, c'est qu'on a des gens qui se disent « Ouais, j'ai envie d'essayer. Ah bah non, pour finir, je ferais bien autre chose. » Aucun problème. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte où l'argent est un problème et aide pas à ça? Il faut trouver des moyens de tester. Et dans nos métiers techniques, on a des moyens. Scrum Master, Tech Lead, c'est prendre des positions qui tendent vers le truc sans faire le pas qui devient un petit peu, qui peut devenir un carcan. Les habitudes, ça met longtemps à venir. Et en particulier, un truc qu'il faut tester et qu'on ne peut pas découvrir quand on est vraiment orienté sur la technique, c'est comment on interagit avec des gens, l'autre, avec tous les autres, parce qu'ils sont tous différents. C'est extrêmement compliqué et il y a des bouquins entiers pour expliquer cela. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas les cas les plus durs qui sont les plus compliqués. Je m'explique. Quelqu'un qui ostensiblement est de mauvaise foi, travaille mal, est en retard, est embêtant pour ses collègues, en fait c'est assez simple. On voit bien comment ça va finir. C'est pas simple dans l'exécution parce que ça reste des êtres humains, mais ça va. Ce qui est compliqué dans le rôle de manager, c'est que quand vous avez des gens qui essayent de toute leur force, que vous aidez du mieux que vous pouvez, et ils n'y arrivent pas. Ça, c'est dur. Mais ça se prépare. De la même manière que je disais, le management, ça s'apprend. Gérer des cas difficiles, ça s'apprend aussi. C'est pas nouveau. Les êtres humains n'ont pas attendu l'informatique pour travailler ensemble. Et les 2 livres que je recommande là-dessus, c'est The No Asshole Rule, qui dit assez bien ce qu'il veut dire, qui est en entretien de recrutement, globalement, si vous estimez que quelqu'un a la possibilité de vous casser les pieds pour pas dire autre chose au quotidien, ne bossez pas avec lui, ça vaut pas le coup, ou avec elle. Hein, pas de... Et l'autre qui est plus récent, qui s'appelle Ingérable, comment manager vos talents en entreprise, eh bien c'est ça. Il y a c'est quoi les différentes motivations de l'être humain, c'est quoi la façon d'agir, pourquoi les gens, une grande révélation, personne ne se lève. Alors, on va faire un test. Qui, dans son boulot, a quelqu'un avec qui c'est compliqué de travailler? Voilà, genre c'est un peu compliqué ça. Je vais vous faire une super grande révélation. Chacune de ces personnes-là, aucune d'entre elles ne se lève le matin en se disant « Oh mon Dieu, comment je vais bien les emmerder au bureau ce matin !» Ça n'existe pas. Si vous en avez un, vous appelez Sainte-Anne, ça s'appelle un sociopathe. C'est une maladie, ça se traite. Non, les gens ne cherchent pas à vous nuire. C'est les circonstances qui les amènent à le collègue qui râle tous les jours au quotidien et tout ça, ça lui fait pas plaisir. Bon, certains si, d'accord. Mais voilà, il faut prendre la place de l'autre. Ça a l'air con à dire, mais c'est un truc essentiel. Comprendre les circonstances qui amènent des gens à avoir des difficultés, à être ce qu'ils sont, à réagir comme ils font. Et comprendre quelle est la voie d'amélioration ou de meilleure communication avec soi, avec le groupe, comment chacun trouve sa place. Quelqu'un qui a la bonne compétence, qui est dans le bon cadre, ça se passe super bien. Ceci est un tweet. You say VP Engineering, I hear as an code in 5 years. Donc je suis VP Engineering, je me sens concerné.
En plus, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait du code. C'est un tweet parodique. C'est pas un vrai compte. C'est pas une vraie réponse qu'on m'a faite. Mais je voudrais revenir sur le procès en non-compétence qu'on fait sur les managers de n'importe quel niveau. Les phrases que j'ai entendues quand j'étais en cabinet de conseil en technologie, c'est comment Paul il peut décider de comment je travaille et comment mon travail est organisé? Il ne comprend rien à ce que je fais, il n'est pas assez fort techniquement. Et j'ai vu l'inverse. J'ai vu le CTO d'une boîte avec 80 personnes dans la direction technique qui passait ses journées à faire du code sur le chemin critique des projets. Et bien vous savez quoi? Les gens, ils ne l'aimaient pas. Pourtant, il codait. Hein. Et bien, en plus, mais un très bon professionnel. Hein. Pas chiant pour les code reviews, son code était propre, bien testé, tout ça. Ouais, mais enfin, je rappelle le slide au début, hein, les attentes de l'équipe, c'est pas que vous fassiez leur boulot à votre place, hein, à leur place. Hein. Non. Et donc, il y a une espèce d'incohérence démente entre ce qu'on entend des équipes techniques du « Ah ouais, mais il connaît pas la version 2.1 de Gradle, comment il peut bosser, c'est pas possible. Comment il peut avoir un avis sur moi, mon boulot technique ?» Et en fait, la réalité de quand on a un avis sur ce que les gens font, c'est « Wouh !» Moi, chez Criteo, quand on m'a dit « On va faire du Kubernetes !» J'ai fait « Oh là, on se calme !» Moi, je regarde d'un point de vue organisationnel, on a investi dans Mesos, qui est une solution différente. On a investi du temps, formé les gens, organisé, mis un truc en place et tout ça. C'est intéressant hein, technologiquement. Moi, j'ai pas d'avis sur la techno. Hein. Je dis souvent, j'ai pas de religion en techno. Mais par contre, j'ai une responsabilité d'organisateur de dire comment on gère un cycle projet, comment on évolue, comment on s'intègre. On ne peut pas partir à U et à dia, même si la techno semble super sexy, c'est super, en plus c'est Google qui l'a fait, en plus, tu te rends compte, il y a elle, machin. Ouais, c'est cool, moi aussi j'en fais dans mon garage, c'est super. Juste le réseau de neurones que j'utilise pour essayer de répondre à ta question n'est pas avec les mêmes inputs, avec les mêmes attentes. Donc s'il vous plaît, tous, ayez de la considération pour les gens qui vous encadrent et qui ne sont pas forcément aussi techniques que ce qu'ils savent. Un autre pointeur, qui connaît Charity Myers? Je vous ai eu. Elle est, je ne sais plus dans quelle boîte elle bosse, j'ai oublié, j'ai un trou, c'est pas grave. Elle a fait une série d'articles sur le engineering management et en particulier elle a réagi à un de ses amis qui disait « Je suis engineering manager et j'ai l'impression que je perds pied. C'est-à-dire que je comprends de moins en moins les technologies. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je peux faire ?» Et elle explique justement qu'il faut trouver un équilibre dans le temps en fonction des disponibilités de chacun sur comment on regagne, pas de la légitimité auprès des équipes parce que ce serait futile, mais non, mais une certaine assurance pour dire « Ouais, je comprends quand même un peu de quoi je parle, sinon je vais vraiment l'air bête. » Donc moi, je suis chez Criteo depuis 5 ans. La première, je suis pas rentré manager, tiens, pour la petite histoire, je suis rentré engineering programme manager, donc coordinateur de projet, 0 report. Et ça fait 5 ans et demi que je m'occupe d'abord dans ce mode-là, puis en tant que manager, de l'équipe qui s'occupe des gros clusters Hadoop. J'ai un aveu à vous faire, je n'en ai jamais installé un seul. Je n'ai jamais lancé un seul job MapReduce de ma vie. Et jusqu'à il y a 2 semaines où j'ai fait un sprint avec notre équipe de recherche pour apprendre à m'en servir, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, quand je dis je ne savais pas ce que c'était, je n'avais pas fait du code, comité, machin et tout. Ça ne m'a pas empêché d'organiser le cadre de travail des équipes qui s'en occupent. Donc, ce que dit Charity dans son blog, alors il y a beaucoup de choses, mais moi, un des points clés, c'est la résonance avec ce que je disais avant. C'est, si devenir manager n'est pas une promotion, alors passer 2 sprints, 1 quarter à aller se replonger dans la technique n'est pas un problème. Ou alors, vous avez décidé que ce qui vous intéressait, c'était de compter le nombre de gens qui sont dans votre organisation et, je sais pas, de mettre un curseur sur votre mur avec une cloche en haut et tout. Mais chacun ses objectifs. Mais il faut créer un contexte où passer 2 semaines, moi j'ai passé 2 semaines
avec l'équipe recherche, à apprendre TensorFlow, à refaire des trigonalisations de matrices, à comprendre enfin que ce que ça voulait dire descendre de gradient dans un espace vectoriel de dimension 16 millions. J'ai eu un peu mal au crâne, mais ça s'est quand même bien passé. Et parce que mon organisation me dit, ouais, c'est intéressant que tu comprennes mieux. Alors le pire, c'est que c'est même pas mes propres équipes, c'est mes clients. Je voulais comprendre le langage technique de mes clients, parce que je sentais que, voilà, qu'il y avait un petit sel technique qui me manquait pour être un bon partenaire d'organisation du cadre. Pas pour aller faire le travail de leurs équipes ou de mes équipes à leur place. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est quoi ma motivation à faire ce talk ce soir? J'entends trop souvent des gens qui me disent, pas chez Criteo, mon chef est pas bon, j'en ai marre, je suis mal managé. Et c'est marrant, c'est autant sur le côté technique que sur le côté personnel, organisationnel. Et en fait, si j'arrive, en vous décrivant la situation, à vous donner envie, pas forcément de le faire, mais au moins d'y réfléchir, je me dis, chouette, on va avoir des gens avec la bonne motivation, avec peut-être le bon contexte, prétend pas avoir raison, mais au moins que les gens se disent ouais, c'est peut-être intéressant de le faire et de trouver une bonne façon, un bon équilibre de le faire. Et je prétends pas résoudre le problème, mais plus il y aura de bons managers, moins les mauvaises verront, quoi. Ma satisfaction à moi dans mon job sur les 15-20 ans que j'ai passé à faire ce métier, c'est d'oublier les erreurs que j'ai faites, les mauvaises communications, les gens que j'ai déçus, les gens qui n'étaient pas contents des décisions que j'ai prises, et me dire que en 20 ans, peut-être 5, peut-être 10, peut-être 15 personnes, je suis incapable de dire. J'ai l'espoir, j'ai l'arrogance de croire que je les ai aidés à changer de posture. On ne change pas les gens, on les aide à changer de posture, à être de meilleurs professionnels, à interagir mieux avec leur environnement, à eux-mêmes manager des équipes, à faire grandir les gens, à les faire évoluer professionnellement, mais donc personnellement aussi, et à s'épanouir tout simplement. Rien que me dire que j'ai eu petite pichenette d'aide dans la vie des gens, franchement, ouais, je trouve que ça a plus de valeur qu'installer un cluster Kubernetes. Si ça vous parle, je vous donne le pouce du manager, genre ouais, trop bien. Pensez-y, lisez les livres, et comme il me reste quelques minutes avant les questions, je vais faire de la publicité éhontée pour des gens que j'admire. Tammy Butters travaille chez Gremlins dans le chaos engineering, et les échanges avec les gens, l'apprentissage, l'évolution et tout ça fait partie aussi de ces thèmes. Elle est géniale, suivez-la sur Twitter, elle est formidable. Mon plus grand regret de Devoxx cette année, Alex Kin, qui devait être là et qui devait nous faire sa présentation, pourquoi me raser la tête m'a permis de devenir une meilleure développeuse. J'aurais adoré revoir sa conf, que j'ai dû voir déjà 10 fois sur YouTube, mais la voir en personne et lui dire combien elle est inspirante. Et enfin, je le répète, lisez ce livre. Lisez ce livre. Lisez ce livre. Soit vous posez des questions, soit je continue. Lisez ce livre. Lisez ce livre. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Il y a un micro ou pas? Non. Ah, si. En bout de rangée. Oui, merci pour la présentation. Quelle est la légitimité d'un manager pour évaluer ses équipes s'il ne sait pas ce qu'ils font, s'il ne comprend pas ce qu'ils font, hein? Alors, je me suis fait l'avocat du diable dans la présentation. J'ai pas dit qu'ils ne devaient pas savoir ce qu'ils font. C'est-à-dire que il y a une différence entre savoir faire à la place d'eux et avoir une culture technique qui permet de comprendre la difficulté de ce qui est réalisé et l'effort qui est fait. En particulier, chez Criteo, on fait des objectifs trimestriels et l'équipe définit ses propres objectifs en fonction des besoins de ses clients. Et moi, je viens, alors pour valider les objectifs, pas pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais pour dire je suis bien au début de vos objectifs et je les comprends et on passe une bonne heure à discuter sur c'est quoi les enjeux,
pour que je comprenne ce qu'ils font, pour pouvoir à la fin dire, ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pas pour mettre des coups de bambou parce que vous n'avez pas livré à l'heure, mais pour dire, ok, d'un point de vue organisationnel, ça veut dire pas dire qu'on fait rien entre les deux, mais pour se dire, ok, on se met un cadre, et donc il faut prendre le temps effectivement d'évaluer ça. Et il est évident que nommer, alors attendez, je vais prendre un exemple au hasard, nommer un général de l'armée de terre pour organiser la reconstruction de Notre-Dame de Paris, par exemple, c'est bien? Ben non. Donc là, c'est pareil. Évidemment, c'est beaucoup plus pertinent, je dis pertinent, pas forcément obligatoire, d'avoir des gens qui comprennent le métier. Moi-même, j'ai fait énormément d'ops, de DevOps et de Dev avant de m'occuper de faire travailler des gens ensemble en étant leur manager ou pas. Mais de là à dire qu'au quotidien, il faut que je sois compétent sur... J'ai un groupe de 140 personnes qui font du code, du DevOps, de l'Ops, de la sécurité, du Hadoop, du Kafka, du Couchbase. Évidemment, je ne peux pas être compétent partout. C'est pour ça qu'il y a des chefs d'équipe. Les gens se plaignent de la structure pyramidale, mais ça permet d'avoir des gens pertinents plus proches d'eux. Et je ne peux pas, moi, interagir avec 140 personnes, parce qu'à une demi-heure toutes les 2 semaines... Donc voilà, il faut choisir. Soit vous voulez une structure flat d'organisation et il ne faut pas vous attendre à ce que votre manager il ait du temps comme genre « Ah bah j'ai besoin d'un café, tu as du temps libre, écoute, t'es gentil, tu es le numéro 160 dans la file ». Ou alors effectivement on se dit on met des gens pertinents de proche en propre, de groupe en groupe, qui ont de la pertinence technique, plus locale, plus au quotidien. Et effectivement, moi aujourd'hui je m'occupe de gérer l'organisation du groupe, les interactions macro. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait que la pertinence technique n'était pas un vrai atout dans ce genre de situation, clairement. Oui, dans la liste des responsables managers, vous avez inclus les Scrum Masters, mais à mon sens, un Scrum Master, il est là pour comment dire, réguler, il n'est pas vraiment là pour manager. Alors, une fois qu'on a dit que manager, c'était organiser le cadre de travail d'un groupe de personnes. Manager, c'est pas forcément faire des entretiens annuels et gérer les cas difficiles. Pour moi, le cœur du métier, c'est d'organiser le travail. À partir du moment où vous organisez le travail, c'est pour ça que le terme, je ne sais pas s'il est très utilisé ailleurs en France, mais chez Criteo, on a des gens qui sont des Engineering Program Managers. Ils organisent le travail pour s'assurer que les équipes fonctionnent bien ensemble. Sans reporting, sans ce que vous appelez management avec des gens dont ils sont le chef. Et pour moi, manager, c'est d'abord se focaliser là-dessus, gérer l'aspect humain aussi, mais le Scrum Master, il participe à l'organisation de l'équipe, les interactions, qui fait quoi, comment et tout ça. Donc c'est un premier cran, un petit pas dans s'occuper de l'organisation. Bonjour, merci pour le talk, vraiment super. Petite question, puisque la majorité des entreprises n'ont pas forcément l'agilité, j'aime pas dire ça, de changer les personnes de position. Donc très souvent, ce sont des techs qui basculent tout dans le management. Quel conseil vous avez pour se décoller justement de la technique, puisque ça reste très souvent, ça colle à la peau. Et, ne vous décollez pas de la technique, déjà. Dans le sens de ne pas faire le travail des autres. Ah ouais. Déléguer, c'est renoncer. Déléguer quelque chose, c'est admettre qu'on a défini un point de départ, un point d'arrivée, et que le chemin qui va être suivi ne sera pas celui que vous aurez pris. Mon Dieu, que c'est dur. Je plaide coupable. C'est extrêmement difficile parce que quand on est un bon technicienne, on a souvent une idée de comment on voudrait que les choses soient faites. Et il faut arriver à admettre que si les gens le font différemment et que ça respecte le cadre que vous avez défini, les inputs, les outputs, les moyens nécessaires, c'est pas grave. À un détail près, moi, je ne supporte pas que les gens viennent et introduisent une nouvelle techno dans une stack déjà trop compliquée. Ça, pour le coup, c'est intraitable. Non, mais ça a l'air bête comme ça. Moi, j'ai eu des projets, on a mis un début, une fin, un definition of done, tout ça et ça. On est dans un environnement où on a chez nous du C#, du Scala, du Java, du Python, du JavaScript, des technos, il y en a déjà beaucoup et de ça. Et on a un projet sur 350, un seul, qui a tout d'un coup décidé de dire on va faire du Node.js. Et là, tu fais genre...
Donc il ne faut pas faire à la place des gens, mais il faut être précis sur c'est quoi les conditions de faut pas déconner non plus, quoi. Et donc pour ça, il faut la formalisation du cadre aide. Parce que si le cadre est informel, on peut toujours dire ah oui mais ça en fait je voulais que tu le fasses comme ça. Alors que faire en début de quarter un truc du c'est quoi les objectifs qu'on veut, c'est quoi les conditions de succès, definition of done, voilà, c'est ça qu'on s'est dit. Et ce qui n'est pas dans ça, ben, on a le droit de revenir dessus, mais on ne se l'était pas dit quand même. Et ça, c'est un outil du manager pour dire ok, c'est quoi les messages que je passe, c'est quoi le cadre que je mets. Donc expliciter le cadre aide. Ne suffit pas, mais aide à ne pas plonger dans le... Mais non, voyons, on met les accolades en fin de ligne, pas au retour après. Non, mais c'est vraiment ça, hein, au niveau macroscopique. On a fini, merci.